Les têtes d'Otion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à tous les webtateurs et les webtateuses dans cette nouvelle émission des têtes d'Otion. On est, comme vous le savez tous, en plein tournoi. Le tournoi de printemps des têtes d'Otion, le printemps 2020, à Aviv 5780. On avait décidé de faire ce tournoi par rapport à ce qui s'est passé dans le monde, par rapport au corona. On s'est dit que si déjà on devait rester à la maison, donc on pourrait faire des duels dans tête d'Otion. C'est pour ça qu'on a mis en place un tournoi, tout simplement. Et vous avez pu déjà assister aux huitièmes de finale qui, ma foi, ont été épiques entre tous les candidats. Et comme vous l'avez vu dans les deux émissions précédentes, le premier, on va le voir dans le tableau récapitulatif de ce tournoi. Tu peux y aller quand tu veux. On va voir en fait dans ce tableau que dans le premier quart de finale, Sabrina Moïse a battu Franck Sayada. Voilà, dans un match, ma foi, qui était un match assez serré. Comme vous voyez, il s'est fini par 3 points et demi à 1 point et demi. Et dans le deuxième quart de finale, qui m'a fait aussi un quart de finale encore plus serré, un quart de finale qui s'est fini, j'ai envie de dire, au couteau, entre Michael Blum et le chef David Verda. Et c'est le journaliste Michael Blum qui l'a emporté et qui se positionne en demi-finale contre Sabrina Moïse pour la première demi-finale. Et donc aujourd'hui, nous attaquons les places pour la deuxième demi-finale avec le premier quart de finale, donc qui oppose notre ami, premièrement, Fred Charbit, qu'on est toujours heureux de vous retrouver dans cette émission. Salut Fredo, ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Voilà, tu nous avais fait un premier tour, maintenant on peut dire un premier tour où tu avais battu notre ami Avisana aussi, 3-2, c'était sur le fil. Hein, on est d'accord. Et on avait eu exactement le même scénario plus ou moins avec notre ami Eli Kling. Salut Eli. Salut, mais moi je vous vois plus du tout, je sais pas ce qui se passe. Alors, je sais pas, il va me dire la technique sur le WhatsApp si pour l'instant on est bon. Et si on est bon, je te dirai. Mais tu nous entends, Eli ? Ouais, j'entends bien, ouais, mais toi. Donc, alors, ça peut être chez toi. Alors, si on n'entend pas, il va me le dire en régie. En tout cas, Eli, tu avais battu mon ami Stéphane Ankawa dans un match aussi très sympathique. Je vois qu'en régie, il voit tout le monde. Donc, Eli, tu t'inquiètes pas, on est bon. Voilà, nous on te voit et on te voit aussi dans l'enregistrement de cette émission. Et donc, puisque tout le monde est là, vous connaissez les principes de cette émission, on va poser toujours des questions sur le monde juif, voilà, sur le sionisme, sur Israël. Et donc, on va tout de suite à la première question de cette émission. C'est parti. Alors, la première question de cette émission, elle est très simple. Donc, je rappelle, on va en 5 points. Le premier qui arrive à 3, il passe en demi-finale. Qui déclare ? Le 29 juillet 1947, le gouvernement français fait savoir aux immigrants de l'Exodus 47 qu'avec leur consentement, il leur sera donné asile sur notre sol où ils jouiront de toute leur liberté. Qui c'est qui dit ça ? C'est un officiel français. Oui ? Guy Mollet ? Non. C'est un officiel français. C'est le président de la République ? Non, c'est pas le président de la République, non, à l'époque. C'est un Premier ministre ? Non, c'est pas un Premier ministre de l'époque non plus. C'est le maire de Marseille ? Non plus, c'est pas le maire de Marseille. Il est vous le connaissez les deux, hein. Je peux vous assurer que vous connaissez que lui. Hein. Un officiel français ? Ouais. Un officiel français de l'époque. Alors Fred. Léon Blum. Hein ? Léon Blum ? C'est pas Léon Blum, mais vous vous fourvoyez un peu là. À l'époque, c'était un officiel français, mais à l'époque, il est peut-être pas encore très connu. Ah, ok, d'accord. Il a peut-être été connu par la suite plus. François Mitterrand. C'est François Mitterrand. Bonne réponse de Eli Kling, exactement. Tout simplement, tu vois, tout le monde pouvait le trouver, mais à l'époque, François Mitterrand devient en 1945 l'un des plus jeunes ministres de France avec le portefeuille des anciens combattants dans le gouvernement du socialiste Paul Ramadier. Le mercredi 23 juillet, le Conseil des ministres ajoute au dernier moment à l'ordre du jour l'affaire de l'Exodus, en route alors pour Port-de-Bouc en France. Dans la discussion durera 2 heures. À la fin de cette réunion, le porte-parole du gouvernement, François Mitterrand, fait la déclaration suivante.
Le gouvernement français fait savoir aux immigrants de l'Exodus 47, donc avec leur consentement, il leur sera donné asile sur le sol français où ils jouiront de toute leur liberté. Une commission d'enquête internationale de l'ONU est alors mise en place. Le nombre d'émigrants qui ont débarqué sur le sol français en près de 4 semaines s'élève à 13 848. Les autres refusent catégoriquement et répliquent. Nous sommes sensibles à l'offre de la France, mais nous désirons nous rendre en Palestine et nous ne débarquerons pas en France. On débarquera ici que nos morts. Voilà ce que disent les autres. En tout cas, François Mitterrand, effectivement, qui était à l'époque très jeune ministre dans le gouvernement français. Voilà, dans cette histoire de l'Exodus. Voilà, c'était une question, comme je l'ai dit, trouvable par tout le monde. En tout cas, ça fait 1-0 pour Eli. Pour Eli et Fred, il te reste encore 4 questions. Donc, rien n'est perdu. Hein. On s'accroche. On va à la deuxième à l'effet pété. Exactement. Voilà. Et alors, depuis qu'on sait ce qui lui est arrivé, Mitterrand, pendant l'occupation, chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on n'arrive plus à apprécier à sa juste valeur. Parce qu'on se dit peut-être que c'est un calcul, il voulait se faire bien avec les Juifs, je ne sais pas moi. Exactement. Enfin, à l'époque, je ne sais pas s'il avait. À l'époque, personne ne savait ce voilà. qui s'est passé. Voilà, exactement. Et après, effectivement, François Mitterrand, on a trouvé qu'il avait fait des bêtises, en tous les cas, avec le monde juif. Voilà, exactement. Il y a beaucoup ne lui ont pas pardonné. J'ai envie de dire que c'est certainement aussi, on va dire, tout à fait compréhensible. Hein. Voilà, légitime et compréhensible. Alors, en tout cas, nous, on est à la deuxième question de cette émission. Donc, on va en 5 points. Deuxième question de cette émission est la suivante. Alors, attention. Pour quelle raison le consul des États-Unis en Israël a-t-il interpellé David Remez, alors ministre des Transports et des Télécommunications, le 29 mars 1950? Alors, pourquoi? Il l'a interpellé? Ouais, il s'est plaint. Il s'est plaint de quoi? Pour la télévision, un truc de Shabbat? Pas en rapport avec Shabbat, non. Pas de rapport avec Shabbat? Allez, Fred. Il était ministre de quoi en Israël? Alors, il était ministre des Transports et des Télécommunications. Une histoire d'espionnage? Non, pas d'espionnage. C'est plutôt en rapport avec la communication ou avec le transport? Alors, je réponds que par oui ou par non, mais bon, on est dans les télécommunications, tout à fait. Ah, ok. C'est une question de téléphone, de base de téléphone. Il s'agissait, oui ou non, de faire passer les lignes téléphoniques, je ne sais pas moi, aux Arabes, disons? Non, alors c'est un rapport avec le téléphone, mais effectivement, il s'est plaint, donc le consul des États-Unis en Israël s'est plaint à David Remez, ministre des Télécommunications, à propos de quelque chose, d'un problème avec le téléphone. Mais à propos de quoi avec le téléphone? Parce que c'était compliqué d'avoir les États-Unis, c'était trop cher. Parce que quoi? C'était compliqué d'avoir les États-Unis. Mais tu as dit autre chose après, c'était trop cher. Bonne réponse du rabbin Eli Kling, tout à fait. Tout à fait, exactement. Les télécommunications avec les États-Unis étaient trop chères. C'est le site internet d'Israël Hayom qui nous rappelle le 29 mars 1950 que le consul des États-Unis à Tel Aviv a alors contacté le secrétaire au transport David Remez, que vous allez voir à l'écran tout de suite, également responsable de la poste et du téléphone, pour se plaindre, je cite, des prix scandaleux de la minute de conversation avec les États-Unis pratiquée par les hôtels en Israël à l'insu des touristes américains. Voilà, tu peux nous envoyer la deuxième photo. Hein, voilà, le consul avait alors ajouté que ce phénomène va à l'encontre de la politique d'Israël d'encourager le tourisme entrant. Et en ce moment, je dois dire qu'avec le corona, on a du travail. Voilà, et j'ai une pensée bien sûr pour mon pote Michael Haïk. Le ministre Remez a donc promis de se pencher sur la question, mais a ajouté que tout touriste américain qui souhaite passer un appel transatlantique est invité à se rendre au bureau des postes centrales pour le passer lui-même, un appel vers l'Amérique, à des prix beaucoup moins élevés. En tout cas, voilà. David Remez, c'était la réponse de David Remez, que vous avez vu à l'écran, alors ministre. Donc effectivement, ça fait donc 2-0 dans ce combat, mais il reste encore 3 questions, hein Fred? Mais il n'y a pas de problème. On en a vu déjà dans ce tournoi des remontées. Des gens qui étaient menés 2-0, comme mon ami Franck Saada contre Yom Tov Kalfon, qui a fait, après avoir été mené 2-0, il a remonté, il a gagné 3-2. En tout cas, pour l'instant, ça fait 2-0 pour Eli. On passe à la troisième question à l'FPPT. Alors, troisième question est une question toujours en rapport avec la Bible, hein, mais question en rapport avec la Bible, comme j'ai l'habitude de dire, on va par tout le monde. Hein. La question, vous allez voir, elle n'est pas très très compliquée, mais il faut chercher quand même la réponse. La question est donc la suivante. D'après le verset 6 du 2e chapitre du livre qui porte son nom, qu'est-ce qui enveloppait la tête de Jonas? On est dans le livre de Yona, Perek Bet, Pasuk Vav.
qu'est-ce qui enveloppait sa tête, Iona? Alors, Un masque anti-corona. non, mais c'est pas bête. Mais non. Alors, qu'est-ce qui enveloppait sa tête? Un châle, et il voulait se cacher. Tu dis un châle Il de avait prière. Il voulait s'envelopper avec un châle de prière. C'est pas la bonne réponse, non? Non. Alors, Est-ce que Fredo. est-ce que c'était du végétal? Oui, c'est du végétal. Alors, il s'est envoyé, on va te laisser un peu continuer. Végétal. Il s'est mis quoi sur la tête comme végétal? Feuille Le de prophète vigne. Jonas. Hein? Une feuille de vigne. Des feuilles de vigne. Non, non, autre chose. Bah, un branchage d'arbres. Non, 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 non. On est dans le végétal tout à fait. Mais quoi comme végétal? Il faut penser un peu Jonas, un peu son histoire. La baleine, penses- bah, je sais Ouais, pas, alors, qu'est-ce qui s'est mis sur la tête comme végétal? comme végétal. Comme végétal. Des algues. Des algues, eh oui, bien sûr, tout simplement. Il s'est mis des algues. Bon, mais il m'a Tout à aidé, fait. hein, Fred. Je vous ai dit de penser effectivement à son histoire, donc à la baleine, exactement. Il s'est mis des algues sur la tête. Voilà, vous allez le voir dans cette très belle image qui représente, voilà, où je vous montre le verset du livre de Jonas. Afafuni maim ad nefesh, teom yesoveveni, souf travush leroshi. Je vous donne la traduction. Les eaux m'investissaient, menaçant ma vie. J'étais cerné par l'abîme. Les algues étreignaient ma tête. Voilà, je vous propose un très beau thème du prophète Jonas, ainsi que voilà une photo d'algues, tout simplement. Voilà, donc on peut considérer que ça fait, même si on donne un demi-point quand même C'est lui qui m'a mis sur la voie. C'est lui qui m'a mis sur la c'est voie. lui qui s'en met, tu veux donner un demi-point, donc ça va faire, on va dire, ça fait 2,5 pour Eli, alors, et un demi pour Fred. Donc Fred, il faut absolument que tu marques les deux derniers points. points pour au moins égaliser. Après, on verra, on décidera si Eli remporte, parce que c'est lui qui a quand même donné la réponse. Mais on va dire que si Eli marque un des 2 points suivants, alors ce sera cuit pour toi et ce sera plié pour Eli. Mais si tu arrives à marquer un des 2 points suivants, je peux t'assurer que c'est tout à fait possible. On le fait au bras de fer, sinon on le fait au bras de fer. Voilà, tu pourras égaliser. Exactement. Tu pourras égaliser Virtuel. partout. Alors Virtuel. attention, 4e question, c'est parti. Alors, la 4e question de cette rencontre, donc de ce 3e quart de finale du tournoi des têtes de Sion. Donc, pour l'instant, rondement mené par le rabbin Eli Kling face à mon ami Fred Charbit. Et la suivante, donc ça va être une question blitz. Je vais vous donner, vous allez devoir chercher une personnalité du monde juif, une personnalité extrêmement connue. Je vois de vous deux, je peux vous assurer. Donc, je vais dire elle, mais ça peut être un homme ou une femme. On est d'accord? Donc, dès qu'en régie, mon ami ne va pas être prêt, on va lui donner le top. Et donc, dès que vous me donnez la bonne réponse, je m'arrête. Alors, attention en régie, c'est parti. Elle est née le 13 octobre 1941 à Newark, dans le New Jersey. Ses parents sont des juifs originaires de Hongrie. À la fin des années 50, elle fait partie du groupe Tom et Jerry. En 1983, elle épouse Carrie Fisher, la princesse Leia de la Guerre des Étoiles. Pendant des années, elle forme un duo avec son ami Arthur, alias Art. Simon. Paul Simon, bonne réponse de tout à fait Fred Charbit qui revient dans la course, ma foi. Exactement, c'est Paul Simon. Et je vous finis les autres indices qu'il y avait sur Paul Simon. Ensemble, ils écrivent une chanson sur la femme du président Franklin Roosevelt. Et cette musique sera celle d'un film avec Dustin Hoffman, donc Mrs. Robinson. En 1965, la Columbia leur fait enregistrer Sound of Silence. Et en 1983, elle se produit au stade de Ramat Gan en Israël. Voilà, il s'agit de Paul Simon, exactement. Très bonne réponse donnée par Fred Charbit, qui revient au score de 1,5 à 2,5. Alors, on avait donné un demi-point, même si c'est Eli qui avait trouvé l'autre. Mais disons que si tu trouves la dernière, Fred, tu peux encore égaliser ce match. Et on va devoir décider comment vous départagez. C'est tout pourri, c'est vendu. Voilà, exactement. Oui, mais en tout cas, de toute façon, même comme les questions étaient trouvables par vous deux, tu connais Eli, tu connais parfaitement Paul Simon, de la même manière que Fred connaît Paul Simon. Donc attention, la dernière question, je peux vous certifier que vous êtes à égalité complète sur cette question,
parce que si vous trouvez directement la réponse, alors j'enlève mon chapeau, mes lunettes, mon t-shirt, etc. Et donc, puisque c'est la question qu'on a déjà posée dans cette émission, elle est fait péter. Alors, la question qu'on a déjà posée dans cette émission, les webtateurs et les webtateuses qui nous suivent, eux, l'ont peut-être déjà entendue, ou même vous, si vous avez regardé l'émission, vous l'avez déjà peut-être entendue. En tout cas, c'est une question qu'on a posée plus d'un an, puisqu'on a déjà rédigé dans cette émission plus de 400 questions, hein, même à mon avis, à pas loin de 450 questions. Et donc, la question est la suivante. Qui est Léo Gerstenzang? Alors, Léo Gerstenzang. Alors, c'est qui ce monsieur? Alors, Oh là là. Trotsky? Non, laisse tomber. C'est pas Trotsky, même le nom, même s'il avait Azov, tu connais pas son nom. C'est pas, il faut pas chercher. C'est pas un pseudonyme ou quelque chose. Ok, c'est un juif. Ouais. Ah oui, ça c'est obligatoire. C'est un juif israélien? Non, il n'est pas israélien. Américain? Non. Russe? Il est naturalisé américain, oui. Ah, il est allé habiter aux États-Unis après être né en Europe centrale? Ouais. Il est connu dans le monde du spectacle? Aucun rapport avec le monde du spectacle. Il faut trouver le domaine. Le monde des sciences. Des sciences. Dans le monde des sciences. De l'art. Non, pas vraiment des sciences. On n'est pas. C'est pas un scientifique, on va dire. Je pense pas que ce soit un scientifique. Artistique? Non. Littéraire? Non. Ce monsieur, c'est un quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas de la musique, c'est pas de la littérature? Non. Politique? C'est pas un politique non plus. C'est un avocat? Sportif? Pas dans le sport, non. Alors, il est mort aux États-Unis? ça va rien de changer, mais oui, je pense qu'il est mort aux États-Unis. Mais ça va pas t'aider non plus. Quel siècle dernier? On est dans le siècle dernier, tout à fait. Le fait qu'il soit aux États-Unis, ça a une importance quelconque dans le. Il est connu parce que c'est un Américain ou ça n'a rien à voir? Absolument pas, ça n'a rien à voir. Il était connu également en Europe? Il n'était pas connu en Europe. Ce nom, c'est pas un nom connu, ce monsieur. Il n'était pas connu en Europe. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose pour l'État d'Israël? Non, pas du tout. Pour le peuple juif? Non plus. Bah, il a fait quelque chose pour l'humanité. On peut considérer qu'il a fait quelque chose pour l'humanité, ouais. Pour l'économie? Pour l'économie? Non, c'est pas un économiste. Voilà, il a inventé quelque chose. Donc, on est sur un inventeur. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé, ce monsieur? Alors, il a inventé un truc qui aide dans la vie quotidienne. Oui. Ça concerne la consommation, l'alimentation. Non, c'est pas dans l'alimentaire. Dans l'informatique? C'est pas dans l'informatique non plus. Dans l'électricité? Non. Dans la voiture? Les transports? Non plus. Dans l'aérospatial? Non, on n'est pas dans l'aérospatial. Hein. Beaucoup plus simple. Hein. Ouh là là, on est dans un truc très simple. À mon avis, c'est un produit qui est utilisé tous les jours par nous tous. Tout le monde a ça à la maison? Par la majorité. Tout le monde a ça à la maison? Pardon? Tout le monde a ça à la maison? Oui, je pense que tout le monde a ça à la maison. Ouais. Et on s'en sert le matin quand on se lève? Ça dépend. On s'en sert, oui, on peut s'en servir le matin, le soir. Oui, on l'a à la télévision, maison. la radio? Non. C'est lié aux toilettes. Oui, ça veut dire quoi aux toilettes? Aux toilettes, le papier hygiénique. Non, c'est pas lié aux toilettes, mais c'est lié à l'hygiène. Oui, monsieur. À l'hygiène, dentaire. La brosse à dents. Non, pas dentaire, pas brosse à dents. Alors, c'est lié à l'hygiène. Le savon. Non. Le shampoing. Non. À la douche. On s'approche, mais non. Le bain moussant. Si vous trouvez, c'est lié à l'hygiène de quoi? Vous allez trouver de quoi on parle. C'est l'hygiène des ongles. Non. Des cheveux. Plus. Fred, il faut que tu attaques. De la bouche. De la bouche, non. Des oreilles. Des pieds. Des oreilles. Le truc pour pour se cater les oreilles. Le machin là qu'on met dans l'oreille. Oui, je vais l'accorder à Eli parce qu'il avait c'est le coton-tige. Oui, parce que voilà, exactement. C'est bonne réponse du rabbin Eli Kling, exactement. Donc, même si je donne un demi-point et un demi-point, puisque Fred t'a mis sur la voie, c'est donc ça nous fera toujours 3-2 en fait au total.
Et donc, c'est donc Ellie Kling qui remporte ce troisième quart de finale, puisque effectivement, Leo Gerstang, c'est l'inventeur du coton-tige, tout simplement. Leo Gerstang est un juif polonais, naturalisé américain, inventeur du coton-tige. Il naît le 3 juin 1892 à Varsovie, alors dans l'Empire russe, émigre en 1912 à Chicago et meurt le 1er octobre 1973. Entre 1918 et 1919, il revient en Europe en tant que représentant de l'American Jerry John Distribution Committee. Il retourne ensuite aux États-Unis et devient citoyen américain le 29 septembre 1919, s'installe à New York en 21. Il existe de nombreuses anecdotes sur la façon dont Gerstang aurait eu l'idée d'inventer le coton-tige. Selon d'elle, oui, sa femme gueulait. Selon l'une d'elles, un jour de 1923, Leo Gerstang, regardant sa femme coller du coton sur un cure-dent pour nettoyer les oreilles de leur bébé, inventa le coton-tige. Par la suite, il fonda sa société baptisée Infant Novelty Company afin d'introduire son produit sur le marché. En 1926, il en changea une première fois le nom en Q-Tips Baby Gaze, puis une deuxième fois en Q-Tips. Voilà, en tout cas, c'est effectivement ce monsieur qui a inventé le coton-tige. Voilà, et c'est une bonne réponse du rabbin Ellie Kling qui, ma foi, remporte ce quart de finale aussi, ma foi, au final, assez serré. 3 points à 2, puisqu'on accorde, on va donner à cette question un demi-point aller, un demi-point à Fred, comme on avait fait la question précédente. Voilà, en tout cas, Fred, je te remercie d'avoir participé. Merci, et je souhaite qu'il aille en finale et qu'il remporte la finale. Eh ben voilà, on verra. C'est gentil. On verra contre qui sera opposé en demi-finale. Est-ce que ce sera contre Joël Haït, contre Robbie Hart? Vous le saurez dans la prochaine émission du tournoi des têtes de Sion. À l'habitude, en tout cas, on a Ellie Kling en demi. Bye, à bientôt. Bye bye.